La centrale de la compagnie ivoirienne de production d'électricité mise en service hier par le président Alassane Ouattara a dit 225 milliards de francs CFA d'investissement, 27 mois de travaux. Les détails dans ce 13h. Dans le domaine de la santé, des poliovirus détruits à l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire déclarée pays libre de la poliomyélite vient de franchir une étape importante dans l'éradication de la maladie, mais la vigilance reste de mise. Au Niger, le vote par témoignage, vote sans pièce d'identité mais avec 2 personnes attestant de l'identité du votant, fait polémique à 4 jours de la présidentielle. 13h à Abidjan, bonjour à tous. Plus de prêches, plus de publicité mensongère et autres propagandes dans les médias. Le gouvernement vient de mettre fin à l'usage abusif qui est fait des médias par certains groupes sociaux. Le Conseil des ministres tenu hier appelle à une application stricte des tests en vigueur en la matière. Autre point abordé par le Conseil des ministres, la situation de la pêche qui connaît un déficit d'environ 200 000 tonnes au niveau de la production et la corruption. Pour le Conseil, il est urgent de mettre en place des mécanismes pour lutter efficacement contre ce fléau. La synthèse avec Jérôme Kofi Aboulé. Ambiance relaxe à la sortie du Conseil des ministres ce mercredi. Signe que la réunion s'est bien déroulée à l'instar de celle tenue les semaines précédentes. Comme d'ordinaire, divers sujets sur le développement ont été passés au peigne fin, notamment la situation de la pêche. Selon le Conseil, le secteur, face à un déficit d'environ 200 000 tonnes au niveau de sa production, a besoin d'être réorganisé en vue d'une gestion plus durable. Il faut dire que ce secteur est très important dans notre pays. L'industrie tonnière, par exemple, occupe le 6e rang des exportations de notre pays. Les valeurs des exportations sont supérieures à 100 milliards de francs CFA annuellement. Le port autonome d'Abidjan est le premier port tonnier africain. La pêche occupe plus de 100 000 personnes actuellement dans notre pays. Il se trouve que ce secteur, malheureusement, fait face à des difficultés, notamment la réduction nette du patrimoine halieutique, la dégradation que nous observons des conditions de vie et de travail des pêcheurs, la diminution considérable des activités de pêche également, et puis le déficit que notre pays connaît au niveau des produits de la pêche, déficit aujourd'hui estimé aux environs de 200 000 tonnes. Donc ce projet de loi vise à favoriser, en tenant compte du contexte national et international, la gestion durable des ressources halieutiques, de manière générale, le développement du secteur de la pêche et de l'aquaculture. Il s'inscrit dans la lettre de politique du secteur de la pêche et de l'aquaculture, élaborée en 2006 et répond aussi bien aux obligations communautaires de notre pays qu'à celles de l'État ivoirien. État ivoirien en sa qualité d'État côtier, en sa qualité d'État de port, en sa qualité d'État du pavillon et en sa qualité d'État de commercialisation des produits de pêche. Le Conseil a également fait part des dérives constatées au niveau des médias, notamment audiovisuels, s'agissant du passage à l'antenne de certaines personnalités religieuses ou des tradis praticiens. Pour le Conseil, il faut une application rigoureuse des textes afin de parvenir à un meilleur contrôle destiné à éviter ce qu'il convient d'appeler la publicité mensongère. Les organes de médias devront désormais exiger de l'usager des documents administratifs établissant son existence juridique et sa capacité à agir. Intégrer et établir une différenciation entre les types d'informations, identifier la nature du service concerné ainsi que sa conformité aux lois et règlements en vigueur. Le média devra s'assurer de ce que l'espace de diffusion sollicité est conforme à l'objet de l'intervention, informer effectivement et préalablement les usagers des conditions d'accès et de passage, ainsi que des sanctions encourues en cas de violation des textes régissant l'objet de son intervention, suspendre à titre conservatoire le droit d'accès des usagers contrevenants récidivistes et créer un espace de communication pour la diffusion de spots et autres films de promotion après un strict contrôle a priori pour réduire les risques de dérapage en direct. L'autre sujet majeur abordé a été la question de la corruption. Un décret a même été pris sur cette question.
Il s'agit de la mise sur pied de mécanismes traduisant la volonté des autorités ivoiriennes de lutter efficacement contre ce fléau et les infractions assimilées, à savoir l'enrichissement illicite, le blanchiment d'argent et les conflits d'intérêts. Et juste après le Conseil des ministres, hier après-midi, le président a inauguré la centrale à cycle combiné de la Cyprel à Vridi. 225 milliards de francs CFA d'investissement, 27 mois de travaux. Le cycle combiné de la compagnie ivoirienne de production d'électricité va alimenter 120 000 foyers. Le reportage de Mahama Traoré et d'Awa Touré. La Côte d'Ivoire, hub énergétique de la sous-région, une ambition qui se concrétise avec la nouvelle centrale thermique de la Cyprel, compagnie ivoirienne de production d'électricité. Et c'est en personne que le président Alassane Ouattara est venu la mettre en service mercredi en fin d'après-midi. Baptisée Cyprel 4, cette centrale thermique est un cycle combiné gaz-vapeur qui augmente de 321 à 556 MW la capacité énergétique de la Cyprel, soit une production additionnelle d'électricité de 1600 GWh par an. Cyprel 4 contribue aux efforts de l'État de disposer d'une énergie propre, fiable et accessible à tous pour accroître la compétitivité économique et positionner notre pays en hub énergétique régional compétitif fournissant une énergie de qualité. Excellences, Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs, soyez assurés que Cyprel, le groupe Eranov et son actionnaire de référence Emerging Capital Partner ECP ont la volonté d'accompagner l'État de Côte d'Ivoire durablement dans le cadre de nouveaux projets visant à améliorer le bien-être des populations ivoiriennes. D'un coût d'environ 225 milliards de francs CFA, la réalisation de Cyprel 4 représente une avancée environnementale. Cyprel 4 va produire de l'électricité sans consommation additionnelle de gaz et permet également d'éviter le rejet de 500 000 tonnes de CO2 dans l'atmosphère. Cyprel 4 est aussi le fruit d'un partenariat public-privé entre l'État de Côte d'Ivoire et les bailleurs de fonds. Nous savons, Excellence, Monsieur le Président de la République, qu'au regard de votre ambition pour la Côte d'Ivoire, ces succès demeurent insuffisants et on appelle d'autres. Une telle ambition nécessitera de poursuivre les efforts consentis pour assurer la pérennité financière du secteur, préserver les principes de sa cascade de paiement qui assure transparence et rigueur à tous les intervenants, et enfin, assurer la prioritisation rigoureuse des meilleurs projets portés par les meilleurs partenaires. À cela, nous, bailleurs de fonds, répondrons avec la plus forte des déterminations pour continuer à vous appuyer dans la mise en œuvre de vos grands projets. De 2011 à ce jour, la puissance énergétique de la Côte d'Ivoire est passée de 1391 à 1975 MW, soit une capacité additionnelle de 584 MW. Pour autant, l'État voit plus grand pour les années à venir. La forte croissance de la demande en électricité, estimée à 10% par an, induite par la forte croissance économique que vous avez insufflée en notre pays, nous a conduit à initier également plusieurs autres projets de construction d'ouvrages, de production, qui devraient porter notre puissance installée à environ 4 000 MW en 2020 et plus de 6 000 MW en 2030. La mise en œuvre des projets issus du plan directeur élaboré par le secteur de l'électricité sur vos instructions va nécessiter des investissements importants sur la période 2015-2030, estimés environ à 22 milliards de dollars. Le financement de ce projet sera principalement assuré par le secteur privé. De l'électricité en abondance et de qualité pour les populations, s'est réjoui le président Alassane Ouattara suite à la mise en service de cette centrale à cycle combiné. Avec la mise en œuvre de cette centrale, la Côte d'Ivoire a atteint pratiquement son objectif de 2000 MW de capacité installée en 2015-2016. C'était notre objectif. C'est l'objectif que nous avions annoncé il y a quelques années quand nous sommes arrivés aux affaires. Cela montre à quel point le gouvernement a fait preuve
non seulement d'engagement, mais également d'assiduité. Et comment la confiance a amené les opérateurs, les financiers à nous soutenir pour pouvoir arriver à cet objectif. Je suis tellement fier de pouvoir dire à nos concitoyens que non seulement nous avons un peu plus d'électricité en abondance, mais nous avons également de l'électricité de bonne qualité pour les Ivoiriens, pour améliorer le quotidien de nos concitoyens et pour bien sûr être disponible pour aider les pays voisins. D'autres projets structurants dans le domaine énergétique sont en cours de réalisation, tels les barrages hydroélectriques de Soubré, de Saint-Grobo à Ouati, 3 centrales à gaz, 2 à charbon à San Pedro. Au niveau des médias, la Commission d'accès à l'information d'intérêt public et documents publics a formalisé sa collaboration avec le Centre d'information et de communication gouvernementale. L'Union scellée s'inscrit dans le cadre de la vulgarisation et la promotion du droit d'accès à l'information d'intérêt public. Le point de la signature de convention avec Hamza Diaby. Par cette convention de partenariat, la KIDP, Commission d'accès à l'information d'intérêt public et aux documents publics, et le CICG, Centre d'information et de communication gouvernementale, sont d'accord sur ce qui est pour chacune des deux structures d'une importance capitale: faciliter l'accès des populations à l'information d'intérêt public et vulgariser les textes fondamentaux de la KIDP. Au niveau du CICG, dans cette convention, nous allons donc mettre à disposition de la KIDP tous les outils que nous avons déjà déployés pour permettre donc à la KIDP de communiquer vers les citoyens et de faire en sorte donc que cette loi soit connue de tous. Le défi posé à la problématique du droit d'accès à l'information ne sera relevé qu'avec des partenariats de qualité, du genre de celui que la KIDP noue avec le CICG et également avec la PDH. Nous ne pourrons donc pas y parvenir sans une infrastructure de la qualité de celle que possède le CICG. Puis, Yacouba Kébé ajoute qu'une fois la campagne de vulgarisation prévue dans le plan d'action de la KIDP accomplie avec succès, la structure pourra à ce moment espérer gagner la première partie de la dure bataille du droit d'accès à l'information et aux documents d'intérêt public. Toujours, selon lui, la KIDP s'emploie également à vaincre la culture de l'opacité, c'est-à-dire convaincre ceux qui détiennent les documents publics communicables de l'obligation légale de les remettre à ceux qui en font la demande et leur faire comprendre que cette obligation participe de la transparence des affaires publiques par la possibilité désormais offerte aux citoyens de contrôler l'action de l'État. Les 12 membres de la KIDP ont été nommés par décret en décembre 2014 et leur entrée en fonction s'est faite en juin 2015. Dans le domaine de l'environnement, la mise en œuvre de la COP21. Hier, un atelier sur les travaux de restitution nationale de la participation de la Côte d'Ivoire à la conférence sur le climat à Paris a été ouvert par le ministre de l'Environnement. Les détails avec Patricia Omouetia. La Côte d'Ivoire est caractérisée par une biodiversité riche et unique, mais qui souffre d'une pression intense générée par les activités humaines. Les effets du changement climatique ont aggravé les effets déjà existants de la pression humaine sur le capital naturel. C'est dans ce contexte que notre pays a participé à la COP21 sur le climat en décembre 2015 à Paris. De retour de cette 21e conférence des parties, le ministère de l'Environnement et du Développement durable restitue les travaux. La Côte d'Ivoire a décidé de faire des efforts pour réduire de 28% d'ici à 2030 ses émissions de gaz à effet de serre, notamment dans les secteurs de l'énergie-transport, l'agriculture-foresterie et des déchets. Elle a aussi décidé de construire sa résilience climatique en mettant en œuvre des actions d'atténuation et d'adaptation au changement climatique. Cette rencontre vise également à échanger et partager les expériences avec tous les partenaires dans le cadre de la restitution nationale de la participation de la Côte d'Ivoire à la COP21.
Les défis des mécanismes inclusifs, mobilisateurs, qui permettent de renforcer la gouvernance environnementale, d'anticiper les défis et les enjeux du changement climatique et de préparer une adhésion de tous les citoyens à cette ambition qui conforte le développement durable. La Côte d'Ivoire doit tout mettre en œuvre pour capter le maximum de ressources pour réaliser ses ambitions de réduction de gaz à effet de serre et d'adaptation au changement climatique. À Ouagadougou, la ville a un visage reluisant. De nombreuses initiatives ont été prises pour donner à la capitale du Burkina un beau visage. Et c'est à travers le recyclage des déchets ménagers. Plus de dépôts sauvages d'ordures dans les rues. Dans cette politique, les femmes jouent un rôle important. Elles gèrent de nombreuses unités de traitement des déchets ménagers. Le constat de Mamadou Kwasi qui revient de Ouagadougou. Félicité Zongo et Samira Ouedraogo parcourent au quotidien plusieurs dizaines de ménages pour récupérer leurs déchets ménagers. Comme ces deux femmes de la ville de Ouagadougou, elles sont nombreuses, ces femmes de la capitale du Faso qui ont fait de la précollecte des ordures ménagères leur activité principale. Mais les déchets récupérés par ces femmes organisées en groupement d'intérêt économique ne sont pas jetés. Ils sont triés puis recyclés. Ces déchets sont classés par catégorie puis par couleur. Au quartier Karpala, on obtient du papier et du carton transformés en bois de chauffe pour servir les ménages et les boulangeries. Ici également, on produit de l'engrais bio à l'aide des déchets fermentescibles et les objets plastiques revendus à des spécialistes. Une activité génératrice de revenus et qui permet d'offrir un visage reluisant à leur quartier. L'État donne quelque chose pour les faciliter à leurs besoins. 15 000 francs à chaque femme que l'État donne par mois. À Ouagadougou, cette activité de précollecte, de tri, de traitement et de révalorisation suscite de véritables engouements. La capitale du Faso dispose de 35 centres de collecte, de traitement et de révalorisation. Dans ce quartier, comme dans la plupart des autres quartiers de la ville de Ouagadougou, pas d'ordures ménagères dans les rues encore moins en état d'immondice. Des quartiers précaires aux quartiers luxueux en passant par les quartiers administratifs, le constat est identique. La décharge de Ouagadougou ou encore le centre d'enfouissement technique, ouvert le 15 avril 2009, dispose par exemple d'un espace de 100 hectares pour le compostage, c'est-à-dire la production d'engrais bio. Cet engrais bio va servir les 2000 hectares de maraîchers de la commune de Ouagadougou. Ici également, l'activité est menée par 15 femmes soutenues par 2 hommes. Elles disposent de tous les moyens pour le développement de cette activité. Broyeuse, de l'eau, soutien financier de la mairie, car elles perçoivent chacune un salaire mensuel de 30 000 francs CFA pour cette activité. On trie les ordures, on étale par couches pour former des antennes de 8 couches. On arrose, après l'arrosage, ça mature et puis on tamise, on conditionne dans des sacs, puis on vend à 2500 francs. Le compostage, ça dure 2 mois. À 2 mois, on tamise et puis on conditionne dans des sacs de 60 kg. En 2 mois, on peut avoir 5 à 4 tonnes. Juste à côté du centre de compostage, une unité de traitement et de valorisation des déchets plastiques. Ces femmes découpent, lavent les objets plastiques avant de les passer dans une broyeuse pour obtenir des granulés. Et ces granulés mis en sac seront rachetés par des industriels. On trie par couleur et par type de déchets avant de broyer. Voilà, donc ce qu'on obtient du broyage, on appelle ça granulé. Donc c'est notre produit fini. On revend avec les industriels. On achète les sachets 50 francs le kilo et puis on revend à 100 francs. Mais si c'est le plastique dur, souvent on achète à 75, 100 francs, souvent à 150 francs. Après lavage, broyage, on revend entre 300 et 400 francs le kilo. Grâce au recyclage des ordures ménagères, la ville de Ouagadougou a fière allure. Rareté des déchets dans les rues et l'air est moins pollué. À Abidjan, par contre, la décharge d'Akoudou est devenue exiguë car ne bénéficie d'aucune stratégie de revalorisation des 4000 tonnes de déchets produits quotidiennement. Environnement et santé, avec la destruction de poliovirus hier à l'Institut Pasteur, la Côte d'Ivoire, déclarée pays libre de la poliomyélite, vient de franchir ainsi une étape importante dans l'éradication de cette maladie. C'était d'ailleurs l'occasion pour le ministre de la Santé d'inviter le pays à la vigilance. Raymond Goudou Kofi a indiqué que les séances de vaccination vont se poursuivre sur le terrain. Le reportage de Issa Yeo est commenté par Adama Kone. Depuis 2011, la Côte d'Ivoire n'a plus enregistré de cas de poliomyélite.
Un résultat qui permet à la Commission régionale pour la certification de l'éradication de la polio en Afrique de déclarer en novembre 2015 la Côte d'Ivoire pays libre de poliomyélite. Fort de ce constat, une cérémonie de destruction des échantillons des poliovirus sauvages de plusieurs pays de la sous-région stockés au Centre des ressources biologiques de l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire a eu lieu. Pour tuer les micro-organismes, il faut dépasser la température de 121 degrés pendant 40 à 60 minutes. C'est comme ça qu'on détruit les micro-organismes. Par contre, quand on veut les conserver vivants, on les congèle. Donc, dans le confinement que l'OMS nous avait demandé de faire, effectivement, vous avez vu, on a mis les poliovirus à moins 30 degrés. Donc, ils étaient vivants encore dans le congélateur. Mais après, quand on les a mis dans l'autoclave, on va les mettre à 121 degrés pendant 40 minutes. Ils vont tous mourir. Ouverture du congélateur, vérification des échantillons, transfert de ces échantillons dans l'autoclave et mise en marche de l'autoclave sont les étapes suivies par le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique avant la destruction des poliovirus sauvages. Après cette destruction, pour justement éviter que ces souches puissent éventuellement contaminer l'environnement, oui, aujourd'hui, nous pouvons dire que la Côte d'Ivoire est libérée de la polio et surtout des virus de la polio. Nous devons être absolument vigilants et que nous respectueux des règles qui ont été éditées par l'OMS en termes de protection de la population dans les cas d'épidémie. Après donc l'éradication du ver de Guinée, le pays est en passe de réussir l'éradication définitive de la polio. Cela n'empêche pas, selon le ministre Raymond Goudou Kourfi, de poursuivre les séances de vaccination. L'Association ivoirienne pour le bien-être familial, l'AIBF, vient en aide au groupement de femmes de l'Ouest. Ce sont des associations issues de 13 localités qui viennent de bénéficier de matériel agricole et médical, le tout d'une valeur d'environ 20 millions de francs CFA. Chantal Eouma Kandan. Les femmes de l'ouest de la Côte d'Ivoire, pour la plupart, restent confrontées à des difficultés qui constituent un frein à leur épanouissement. L'Association ivoirienne pour le bien-être familial, AIBF, veut aider à apporter des solutions. Des kits agricoles composés de décortiqueuses, de broyeuses, de motopompes, de brouettes et bien d'autres ont donc été offerts aux femmes du Cavali, du Guémon et du Tonkpi. À cela s'ajoute du matériel clinique et des fournitures de bureaux pour les centres de santé urbains. Le tout d'une valeur d'environ 20 millions de francs CFA. Le taux dans le VIH est trop élevé dans les 18 montagnes. Et nous allons partir parler à nos enfants afin qu'on puisse travailler pour pouvoir subvenir à nos besoins, pour que la débauche s'arrête. Nous avons fait l'an dernier du manioc. Cette année, on va faire du riz et puis le maïs. J'invite celles encore qui hésitent qu'elles viennent s'adhérer à nous. Plusieurs associations issues de 13 localités de l'Ouest bénéficient de l'appui de l'AIBF. Il a été bon pour notre projet d'insérer le côté autonomisation de la femme pour permettre à ces femmes-là d'être plus indépendantes, de travailler, d'avoir une source de revenus afin d'accéder aux services de santé. Ces actions s'inscrivent dans le cadre du projet intitulé « Offre de services de santé sexuelle et reproductive », un projet qui vient aider l'État à améliorer l'offre des services de planification familiale dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Le cadeau est une plateforme d'échange. La plateforme regroupe 7 départements. La présidente de cette association a initié une rencontre qui a rassemblé les représentants de ces 7 départements. Elle a saisi cette occasion pour inviter les cadres à mettre en pratique la politique du vivre ensemble prônée par le chef de l'État. Commentaire Thérèse Tapeyoboué. Cadeau en langue gouro signifie nous sommes un. Cadeau regroupe les ressortissants de 7 départements, Boiflé, Daloa, Vavois, Zenoula, Kounaïri, Oumé et Saint-Fra. Les membres de cette association se sont retrouvés récemment dans la convivialité et le partage. Ils ont réitéré leur volonté de solidarité, d'entente et d'unité autour des valeurs culturelles et de développement. Occasion pour la présidente nationale de CADO,
Léopoldine Kofi-Tiezan, d'exhorter les ressortissants des 7 départements au travail pour le développement de leur région. Elle a appelé les cadres à l'union et à s'engager résolument dans la politique du vivre ensemble prônée par le chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Aux femmes du vivrier, bras séculier de l'autosuffisance alimentaire en Côte d'Ivoire, Léopoldine Kofi-Tiezan a demandé plus d'organisation dans le travail pour un meilleur rendement de leurs activités. Cadeau. Prônant l'entente dans la diversité culturelle, la présidente nationale envisage la tenue prochaine d'un festival des arts et de la culture du peuple gouro. Ce sera aussi et surtout un moment d'échange et de partage avec les autres peuples de la Côte d'Ivoire. Dans l'actualité judiciaire, le procès des présumés assassins du général Robert Gueye, Dogbo Blé et Seka Seka seront situés sur leur sort aujourd'hui. La défense demande la libération des prévenus faute de preuves. Elle estime que les témoignages ne sont pas des preuves qui peuvent inculper leurs clients. L'accusation, elle, a requis la perpétuité contre Dogbo Blé et Seka Yapo Anselme et des peines d'emprisonnement allant de 10 à 20 ans contre les autres prévenus. Le verdict final de ce procès qui a débuté depuis le 25 janvier est donc attendu ce jeudi. L'UNESCO, l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, s'intéresse aux activités de l'Université internationale de Grand Bassam. Une délégation de l'UNESCO a visité les locaux de l'université. Objectif, s'imprégner de son fonctionnement et des opportunités offertes aux étudiants. On fait le point avec Serge Kolia. Le directeur général adjoint était accompagné du représentant en Côte d'Ivoire de l'UNESCO, Ido Yao. Le premier responsable de l'Université internationale du Grand Bassam, le professeur Salou Touré, leur a expliqué le fonctionnement de l'institution qu'il dirige. Cette institution, a-t-il indiqué, a pour objectif la formation des leaders de demain. Elle offre sur place un enseignement de qualité et forme pour les secteurs publics et privés des cadres compétents. Au cours de la visite guidée, la délégation de l'UNESCO a montré sa satisfaction face aux infrastructures et structures de qualité. Le directeur général adjoint de l'UNESCO a échangé avec les étudiants. Il les a encouragés à donner le meilleur d'eux-mêmes car, a-t-il souligné, ils sont l'avenir de l'Afrique. Une institution comme celle-là, non seulement elle fait un excellent travail, mais également elle est implantée dans une ville qui abrite un site inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc c'est un double intérêt pour moi de venir dans cette institution, constater un grand enthousiasme au niveau de ces étudiants en matière d'apprentissage. Leur abnégation et leur sérieux au travail garantira un très bon futur pour eux et c'est ce message important que je retiens. L'Université internationale de Grand Bassam est basée sur le modèle et les normes de fonctionnement du système universitaire américain avec l'anglais comme langue d'enseignement et de travail. Au Niger, l'autorisation hier du vote par témoignage, c'est-à-dire vote sans pièce d'identité, mais avec 2 personnes attestant de l'identité du votant, a suscité la colère de l'opposition et de la société civile au Niger à 4 jours de la présidentielle. Le vote par témoignage concerne environ 1,5 million d'électeurs dans le pays sur près de 7,5 millions d'inscrits. En attendant la présidentielle au Niger, ce jeudi est jour de vote en Ouganda. Le président Yoweri Museveni veut tenter de décrocher un 5e mandat lors du premier tour de l'élection présidentielle. À la tête du pays depuis 30 ans, il estime que ce n'est pas le bon moment de quitter le pouvoir. Le président ougandais a la quasi-certitude de l'emporter face à une opposition divisée. En sport, football, la campagne pour l'élection à la présidence de la Fédération ivoirienne de football bat son plein. Après une tournée à l'intérieur du pays, Sidi Diallo, le président sortant, unique candidat, semble être assuré d'être réélu au soir du 20 février 2016. Ricardo Zama. Discret, à la limite de l'effacement, mais travailleur infatigable et appliqué, Augustin Sidi Diallo se défonce et se dépense sans compter depuis 1981 pour la qualité et la promotion du football ivoirien.
C'est donc à juste raison que clubs et groupements d'intérêt sportifs lui confient la gestion de la Fédération ivoirienne de football le 10 septembre 2011, au bout de 30 années de dévouement. 4 saisons plus tard, revoici Sidi, forcé et pressé par un destin chargé de chiffres et de résultats parlants. Nous, on a dit, on prend Sidi pour qu'il continue. On ne change pas une équipe qui gagne. Si vous connaissez dans les autres pays, si une équipe qui gagne, on change. Mais chez nous, ici, tant que tu vas gagner, tu seras là. Même encore 4 mandats, nous s'en fout. Nous, on veut gagner toujours. Des atouts qui achèvent de convaincre même ceux que l'on tenait maladroitement et diaboliquement pour de farouches opposants au président de la Fédé. Il dit qu'il va encore aider les clubs davantage. DG de maillots, 30 ballons, c'est du jamais vu. Ça ne quitte pas une autre subvention. Clair désormais, l'horizon est bien dégagé pour une réélection du président Sidi à la tête de la FIF ce samedi 20 février à Yamoussoukro. Son véritable challenge le long des 4 années à venir, prouver à ceux qui le mésestiment aujourd'hui qu'ils auront eu tort trop tôt. Voilà, c'est la fin de ce 13h. Merci de votre fidélité.